Est-ce que vous avez une question à poser? Alors moi j'ai une question par rapport à l'Allemagne et au fait que l'Allemagne a accueilli en 2015, je crois, plus d'1 million d'immigrés. Je voulais savoir si vous avez des éléments sur la manière dont cette immigration a été intégrée dans la société et l'économie allemande. Politiquement, a priori, ça a été un peu dur pour Angela Merkel, mais indépendamment du contexte politique, voilà, quel bilan on tire aujourd'hui de ces 3-4 ans d'immigration en Allemagne? Alors là-dessus, j'ai pas énormément lu, donc je ne peux pas apporter trop d'éléments. Ce que je sais sur le système d'accueil, c'est que ça a été organisé aussi avec les Länder, la configuration était différente. Donc, première chose en termes de configuration, l'Allemagne, elle est en termes démographiques dans un contexte qui est différent du nôtre. En France, vous le savez sans doute, le solde naturel il est assez fort. Ça contribue, en gros c'est 3/4 de l'accroissement de la population en France, alors qu'en Allemagne le solde naturel est négatif. En 2016 il était et c'est le solde migratoire qui tend à contribuer à l'accroissement de la population. Donc aussi à une forme de dynamisme économique, etc. Donc ça c'est un contexte qui est plutôt favorable. En termes d'emploi aussi, on est dans une situation de chômage moins important, donc ça aussi ça a pu jouer favorablement. Et en termes d'accueil, il y a eu une vraie politique. Là pour le coup, le geste d'Angela Merkel, c'était un geste politique assez fort d'affirmer qu'on accueillera. Donc aussi avec les mouvements qu'on a vus. Mais effectivement, dans le temps, politiquement, c'est devenu plus complexe. Il y a aussi eu, on le sait, c'est au même moment où il y a eu les effets des attentats en France. On sait que ça a légitimé, entre guillemets, des discours pour fermer, monter des murs, etc. à ce moment-là. Il y a eu Cologne aussi, qui a été très médiatisée, donc là aussi, ça a pu former des crispations à un contexte politique plus défavorable. Mais en termes d'intégration, de ce que j'en sais, le système d'accueil, autrement dit les moyens mis pour accueillir en termes d'hébergement, d'accompagnement linguistique, est plus important que par exemple ce qui a été fait en France. Et donc, de fait, ça a pu contribuer à ce que ces demandeurs d'asile soient davantage intégrés, parlent plus vite, soient dans des situations de précarité moins importantes. Mais j'ai pas les chiffres bruts pour dire tant de personnes ont pu accéder à l'emploi, etc. Ça mériterait d'être creusé. Puis en plus, il y a la barrière de la langue, il doit y avoir beaucoup de choses en allemand, mais je ne lis pas l'allemand, donc ça c'est un peu un frein. Et ce que j'ai lu, c'est plutôt aussi autour des solidarités, du bénévolat et de ce système-là, de cette articulation avec un système d'État qui a été plus... Il y a eu plus de moyens qui ont été mis. Parce que si on doit faire le lien avec ce qui se joue aujourd'hui en France ou ce qui s'est joué dans ces derniers temps, je pense qu'à Nantes, vous pouvez aussi avoir des exemples de l'accueil qui est fait actuellement aux personnes qui arrivent. Il y a un vrai problème lié à l'hébergement. Il y a une pénurie ou un décalage entre les lits mis à disposition en foyer, centre d'accueil pour demandeurs d'asile par exemple, et le nombre de demandeurs d'asile. Et puis tout le monde n'est pas demandeur d'asile sans qu'il y ait une solution d'hébergement. Donc ça contribue. C'est un des facteurs en termes d'accès à l'emploi, d'intégration sur le long terme, qui est quand même un élément énorme dans les processus d'intégration. Il y a certainement le logement qui est important, et on le voit bien à Nantes avec Gabriel, puis avec
Jeanne Bernard actuellement. Mais ce qui est aussi important, c'est l'accompagnement des demandeurs d'asile. Et je ne sais pas si vous avez des exemples, mais je pense que l'accompagnement des demandeurs d'asile n'est pas obligatoirement fait par des professionnels, parce que c'est aussi important d'être avec un demandeur d'asile quand on va à une administration. Parce que des fois, il ne comprend pas tout, mais aussi par rapport à la personne de l'administration, quand elle voit qu'il y a quelqu'un de France et qui connaît pas, mais qui est capable de redire et de redemander des explications, je pense que ça change tout. Ouais, c'est sûr. Alors, je vous rejoins. Si on essaye d'historiciser ça pour l'accompagnement des demandeurs d'asile, il y a une politique publique qui, là-dessus, peut être examinée, j'ai envie de dire, on peut voir une ambivalence dans les politiques publiques, qu'elles soient françaises ou après européennes, puisque vous allez parler d'européanisation des politiques d'asile aussi la prochaine fois. À la fois, il y a des pans sur lesquels il y a eu une augmentation des garanties, des droits pour les demandeurs d'asile. Donc ça, il faut aussi le rappeler, qu'il y a eu des endroits, par exemple, pour avoir fait de l'accompagnement juridique dans les années 2000, le demandeur d'asile qui n'avait pas de passeport ne pouvait pas avoir accès à l'aide juridictionnelle gratuite. Aujourd'hui, c'est plus une condition, mais à l'époque, c'était un paradoxe quand même. On demandait aux demandeurs d'asile d'avoir un passeport, alors que les demandeurs d'asile, par définition, en général, ils fuient pour beaucoup un état persécuteur et dans l'urgence. Donc, voilà, ça c'est un exemple où il y a des garanties plus grandes. Donc, si on regarde les directives qui ont été prises à l'échelle de l'Union européenne, directives procédure, directives qualification, il y a pu avoir des endroits où des points sont plus favorables aux demandeurs d'asile. Mais cette politique-là, où il y a un renforcement de l'accès aux droits, aux garanties, elle s'est en même temps accompagnée parallèlement, effectivement, d'une politique où en 91 on supprime le droit au travail, où dans les années 90 on distingue d'un côté les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et les foyers pour les réfugiés, ce qui a des implications aussi concrètes, c'est que désormais on distingue deux populations cibles dans les politiques publiques, l'une qui bénéficiera d'une enveloppe financière avec des moyens, notamment pour la formation en français, l'intégration vers le marché de l'emploi, et puis l'autre qui par contre en sera destituée. Et on sait de fait quel levier la langue peut être à long terme sur bien des sphères relationnelles, d'accès à l'emploi, etc. Sur la scolarisation des enfants, sur un tas de pans de la vie sociale. Donc voilà, cette ambivalence des politiques. Et effectivement, l'accompagnement par des tiers, là aussi, c'est quelque chose qui a évolué. Le ratio d'encadrement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, il a baissé. Il y a des politiques de restriction budgétaire qui font que ce taux d'encadrement est moins important, et puis qu'on a vu moi je trouve que c'est une grande évolution, qu'on a vu se démultiplier le type de structure d'accueil pour une même population. Et dans ces structures d'accueil, les moyens ne sont pas les mêmes en termes d'encadrement et d'accompagnement social juridique. Et donc du coup, effectivement, par rapport au début des années 2000, bien sûr il y avait du bénévolat, je veux dire, l'accompagnement, les relations avec les personnes immigrées, historiquement, j'ai envie de dire, il y a eu du bénévolat qu'on peut étudier avec des organisations qui ont évolué, certaines philanthropiques, des fois de nature religieuse ou pas, enfin, bon, il y a tout un tas d'éléments qui structurent cet accueil, historiquement. Mais c'est vrai que ces dernières années, la place prise, y compris dans le dispositif national d'accueil, donc dans le dispositif national,
liée à cette politique publique d'accueil des demandeurs d'asile, elle est plus importante. Je vois bien, là, dans les dernières enquêtes, les entretiens que je fais avec des chefs de service, ils travaillent de plus en plus, mais aussi par nécessité, avec des bénévoles autour de la formation linguistique, des animations autour des enfants, voilà. Et c'était moins le cas auparavant. Ça reposait davantage sur des salariés professionnalisés. Et sur ce que vous dites sur ce rôle important dans l'accompagnement auprès des institutions, effectivement, les personnes qui accompagnent, les demandeurs d'asile, c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a toujours le tiers qui est lui-même en situation stable dans le pays. Il a ce rôle qu'on pourrait dire, de cultural broker, quoi, de médiateur culturel. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des travaux sur l'immigration et sur ce qu'on appelle, je ne sais pas comment dire, en anglais on dit la street level bureaucratie, donc des agents de première ligne. Je n'ai pas le terme exact, mais vous voyez à quoi ça renvoie. Et ce rôle-là, il est particulièrement important. Et en même temps, il a toujours ce revers que le médiateur culturel, parfois, peut aussi se transformer, et ça, je pense que c'est toujours important de le rappeler, en gatekeeper. C'est-à-dire en celui qui va faire la sélection entre ceux qui ont le droit de passer la porte ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors je m'explique parce que je pense que c'est important. Ça exclut ceux qui n'ont pas d'aide. C'est-à-dire que finalement, une difficulté dans le secteur de l'accompagnement des personnes demandeuses d'asile ou immigrées, c'est que d'une part, c'est des personnes avec des profils très hétérogènes qui peuvent s'engager. Donc certains, voilà, je le vois dans les premiers entretiens qu'on a fait. Donc traditionnellement, il peut y avoir des personnes issues du mouvement libertaire, des personnes issues du catholicisme social. Enfin bon, voilà, on a différentes figures. On a des conditions de disponibilité, on est un peu plus disponible à la retraite quand on est étudiant, mais on voit aussi là, justement, en cette période récente, des personnes en activité et avec des charges de famille qui s'engagent aussi. Mais de fait, quand on est retraité, on a quand même une plus grande disponibilité, il y a souvent une surreprésentation. Donc ces personnes-là, elles peuvent avoir des motivations différentes, mais elles peuvent avoir aussi une manière d'appréhender qui mérite l'aide de manière différente. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et quand je parle de gatekeeper, on peut se transformer en gatekeeper, c'est qu'à un moment donné, on peut aussi, de par ce petit pouvoir qui nous est donné, de cultural broker, de médiateur culturel, aider l'un et disqualifier l'autre. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire que les gens le font, hein, mais c'est impossible. Vous voyez ? Oui, mais si c'était bien fait au niveau national, cela n'aurait pas du tout besoin d'aide. Ah bah, c'est sûr. Comment explique-t-on qu'au Gazprom, il y a tous les vendredis soirs, il y a une cinquantaine de personnes qui viennent pour avoir des renseignements juridiques? Comment explique-t-on qu'au Secours catholique, c'est aussi la même chose? C'est parce que c'est pas fait autrement. Parce qu'il y a effectivement une sous-dotation des dispositifs nationaux d'accueil, que l'enveloppe pour l'accompagnement, le référentiel d'encadrement, c'est autrement dit, ça veut dire quoi? C'est des salariés qui vont accompagner juridiquement, ça a été revu à la baisse. Et que aussi, je pense que ce qui est important à voir, c'est que ces évolutions-là qu'on examine dans le champ de l'immigration, de manière générale, j'ai envie de dire dans le champ de l'aide sociale, de l'assistance, ça doit se lire aussi avec tout ce qui est New Public Management, c'est-à-dire un fonctionnement aussi qui est de plus en plus par appel d'offres
Et non mais il faut le rappeler, et ce fonctionnement par appel d'offres, il fait qu'il y a une mise en concurrence des associations, que dans cette mise en concurrence des associations, on répond à des appels d'offres et on va parfois répondre en mettant justement à la baisse un taux d'encadrement, en étant sur le strict minimum, là où auparavant on comptait 2 ou 3 salariés de plus au-dessus des seuils minimums prévus par la loi, quoi. Et ça joue. Enfin, c'est mais oui, du coup, oui. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Tout à l'heure, vous avez dit que, je pense que j'ai mal compris, que les États forts, pour dire seulement forts, ceux qui arrivaient de ces États-là, c'était pas pris en compte le fait de l'État fort. Est-ce que ça existe toujours? Quand on sait par exemple qu'au Tchad, c'est quand même un État assez, on va dire, fort, hein, qui est soutenu par la France, et quand un Tchadien arrive en France, est-ce que ces possibilités qui se présentent à l'OFPRA, est-ce que ces possibilités d'accueil sont les mêmes? Alors j'ai mal dû me faire comprendre. Donc j'ai mal compris. Du coup, je ne vais pas poser les choses de cette manière-là, parce que je ne pense pas que ce soit la question d'État fort. Ce que je veux dire, c'est que ce que je voulais juste... Oui, quand j'ai parlé d'État fort, c'était à propos des régimes dictatoriaux pendant la guerre froide. C'est ça. Voilà. Mais actuellement, on n'est plus en guerre froide, mais bon... Ouais. Mais actuellement, en gros, si j'entends votre question, quand on vient d'un régime dictatorial, oui, on peut faire reconnaître sa demande d'asile, en principe. La difficulté qui se pose à tout demandeur d'asile, malheureusement, aujourd'hui, c'est que dans un contexte où le demandeur il est soupçonné de détourner les procédures, et c'est Noiriel qui a vraiment insisté là-dessus au début des années 90 dans la tyrannie du national, le seuil de la preuve, il augmente dans ce contexte-là. Oui. Et à partir du moment où le seuil de la preuve, le seuil de preuve augmente, ça peut devenir, y compris pour un Tchadien, difficile de se faire reconnaître. Il peut l'être par contre parce que, en même temps, je veux dire, à l'OFPRA, il y a aussi une connaissance de la géopolitique internationale, on sait qu'il y a des... Voilà. Après, les travaux de Karen Akoka, ils montraient que parfois la logique diplomatique pouvait peser. Et donc ça, il faut aller regarder aussi dans l'histoire de la diplomatie, ce qui fait que des dossiers vont mettre plus longtemps à être traités que d'autres. Enfin, bon, il y a des choses qui peuvent être examinées comme ça. Donc ça, c'est un élément. Et j'ai envie de dire, le plus compliqué, c'est quand vous venez d'un État comme la République démocratique du Congo, par exemple. La République démocratique du Congo, c'est quand même un État dans lequel on sait qu'il y a des régions entières où il y a des violences, etc. Mais le fait qu'il y ait aussi des personnes qui viennent de la ville, d'autres régions, etc., ça fait que c'est considéré à l'OFPRA comme des flux mixtes et qu'il y a une forme de suspicion qu'entoure l'ensemble. Et donc le fait de venir de cet état-là fait que vous n'allez pas avoir un a priori favorable parce que c'est considéré comme un état où il y a des flux mixtes. Donc il va vraiment falloir bien prouver que vous venez de la région et que vous avez vous-même été menacé de persécution. À l'inverse, j'ai envie de dire, historiquement, je me souviens quand je travaillais, pour le dire clairement, j'étais à la CIMAD à l'époque en région parisienne, et en tant qu'étudiante, voilà, j'avais la disponibilité aussi forte pour faire beaucoup d'aide juridique. Et à l'époque, il y avait eu toutes les personnes qui venaient du Rwanda. Mais là, historiquement, pour le coup, on parlait d'un génocide. Il y avait aussi le rôle de la France dans ce génocide, qui faisait que, à cette époque-là, après ça a changé,
Mais il y a eu une période où le fait même de pouvoir attester qu'on était bien du réseau, à partir du moment où l'identité était attestée, comme je me souviens avoir fait un entretien avec un officier de protection autour des certificats médicaux, parce que c'est une question qui m'intéressait beaucoup, le rôle de l'expertise médicale qui avait augmenté. Ben, il disait, pour le Rwanda, on n'allait pas demander un certificat médical. C'est-à-dire que pour le Rwanda, là, l'origine nationale pesait favorablement. Donc, voilà, ça évolue dans le temps, parce que quelques années après, c'était plus valable. Enfin, voilà, il y avait un retour de cette forme de suspicion. Donc, de même qu'en 2015, si vous arriviez, et c'est bien comme ça, vous allez en discuter, je pense, avec Yves Pasco, en 2015, quand est monté le système de relocalisation, c'est pas tout le monde qui en bénéficie. C'est ceux qui ont un taux moyen global d'accord à l'échelle de l'Union européenne supérieur à 75% qui peuvent en bénéficier. Donc autrement dit, ceux qui bénéficient d'un a priori déjà favorable à cette échelle nationale. Vous voyez, enfin, voilà. Et est-ce qu'on peut remonter assez loin dans l'histoire, par exemple un Guinéen aujourd'hui? Est-ce qu'on lui reprocherait un peu l'histoire coloniale, enfin des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des choses qui restent dans... Au niveau de la demande d'asile, non, oui. C'est pas ça qui va être examiné. Je pense que du coup, du côté de la... C'est vraiment du côté de la menace de persécution, est-ce qu'elle va être jugée crédible ou pas Et après, l'histoire c'est ce que je connais mieux, la demande d'asile, donc je préfère parler de ce que je connais mieux. Mais au niveau de l'histoire de ces institutions, c'est intéressant comment elles ont évolué aussi. C'est-à-dire que j'avais fait un entretien avec une officier de protection qui avait travaillé dans les années 90 à l'OFPRA et qui me racontait qu'à l'époque, elle bénéficiait encore d'une petite marge de manœuvre pour donner des statuts, alors un peu humanitaires, comme elle les appelait en entretien, aux ascendants. Vous savez, à la grand-mère qui accompagne ceux qui ont subi les menaces de persécution. Et elle me racontait comment, au fur et à mesure, ça s'était rigidifié. C'est-à-dire comment, au fur et à mesure, c'est la logique rationnelle légale, j'ai envie de dire, qui prévalait désormais. Donc, si maintenant il y avait la demande de la grand-mère, en même temps, on allait plutôt lui dire, ensuite faites une demande de rapprochement familial à la préfecture, mais vous ne pouvez pas bénéficier du statut. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, parce qu'il faudrait refaire des enquêtes en profondeur, pouvoir observer comment se passent les entretiens, les prises de décision. Donc là, il y a tout un enjeu d'accès au terrain, comme nous on dit en sociologie, pour vraiment pouvoir appréhender ce qu'on appelle des pratiques bureaucratiques, quoi. En ce moment, vous ne pouvez pas nous dire quelle est la mode. Non, je ne peux pas, je suis désolée. C'est dommage. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur ce que vous avez appelé les pratiques de relocalisation en 2015? Là, je ne sais pas du tout à quoi vous faites allusion. J'avoue. Alors, vous allez en savoir plus avec Yves Pasco, mais je peux revenir dessus. En 2015, s'est posée la question des nombreux naufrages qui avaient lieu au préalable déjà en mer Méditerranée. En avril, il y a eu notamment un naufrage assez conséquent avec des centaines de morts. Et dans ce contexte-là, a été rediscutée cette question de l'accueil qui se faisait principalement en Grèce, en Italie, donc par ces voies méditerranéennes, qui sont celles-là, parce qu'aussi Ceuta et Melilla, aujourd'hui, c'est une forteresse qui a été ainsi constituée dans les années 90-2000. La Commission a mis sur la table cette idée de contourner la règle de Dublin qui dit premier pays d'accueil,
responsable de la demande d'asile et qui fait justement que beaucoup des personnes qui arrivent, si elles demandent l'asile, vont devoir en principe rester en Grèce ou en Italie. Il a été alors décidé que oui, il y aurait un programme de relocalisation, donc autrement dit, que d'autres États prendraient en charge ceux qu'en principe l'Italie ou la Grèce auraient dû accueillir et dont ils auraient dû examiner la demande. Mais c'est resté un peu en suspens. C'est-à-dire que, comme c'est des questions qui touchent à la souveraineté des États, il y a un problème dans un contexte électoral où le Front National en France et d'autres partis ailleurs font des scores importants, c'est un problème sensible politiquement. Donc les États ont décidé qu'on remettait, on ne décidait pas tout de suite de combien on accueillerait. Il a fallu attendre septembre 2015, dans un contexte notamment où là encore la médiatisation a pu jouer, photo du petit Aylan, décédé, émotion. Il y avait eu aussi en Allemagne ce qu'on a appelé l'été des migrations, dont vous parliez, avec Willkommen Refugee. Et donc, dans ce contexte-là, les quotas ont été définis. Il y a un accord qui a été trouvé. Ces quotas, ils étaient calculés en fonction d'un certain nombre de choses, du PIB, du nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés déjà accueillis, du taux de chômage, de la population aussi, enfin de la démographie. Peut-être que j'en oublie, mais Yves reviendra là-dessus. Ils ont été donc définis et chaque pays devait normalement relocaliser, c'est ça, accueillir des demandeurs d'asile venus de Grèce et d'Italie. La difficulté, c'est que du coup, comment on les envoie? Donc, on a une approche, et là vous avez peut-être entendu le terme, dite hotspot. Les hotspots, c'est en gros des dispositifs pour trier, ceux qui vont pouvoir être relocalisés. Ceux qui, justement, sont d'une nationalité avec un taux d'accord moyen global dans l'Union européenne supérieur à 75%, autrement dit les Érythréens, les Irakiens, les Syriens à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ces 75%? En gros, c'est en gros que quand on est en Europe à l'époque, en 2015, Afghans, Érythréens ou Syriens, et qu'on fait une demande d'asile, dans 75% des cas, quand on fait une moyenne à l'échelle de l'Union européenne, on obtient son statut de réfugié. C'est ça le taux moyen d'accord global. Et donc, du coup, a été créé ce programme de relocalisation. Et ce programme de relocalisation, si on doit en dire un mot, il n'a pas forcément bien fonctionné, dans le sens où, dès le début, en plus, il a démarré et il y a eu les attentats, donc il y a eu tout un discours, notamment dans le bloc de Visegrad, là, Hongrie, etc., qui s'est saisi de ça, à l'époque pour disqualifier ce programme. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a eu une résistance qui est même allée jusqu'à déposer un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, de la part de quelques États qui n'étaient pas d'accord pour appliquer ça. Troisièmement, il y a eu une difficulté, c'est que en plus, du coup, dans ce programme, il n'est pas tellement tenu compte de ce que les demandeurs d'asile souhaitent. C'est-à-dire que, comment ça s'est passé? Effectivement,
On tient compte de leur attache familiale, on tient compte du fait que de leur langue, voilà, etc. Mais c'est pas comme si on leur demandait vous voulez aller où. Enfin, on n'en est pas à ce degré de libre choix. Donc ça, c'est un autre élément qui a fait que des demandeurs d'asile préféraient continuer leur route aussi. Donc voilà. Que l'accès au hotspot a été difficile, autre élément. Et puis, du coup, ça a mis quand même beaucoup de temps à se mettre en place et certains pays n'ont carrément pas voulu appliquer le programme. Donc soit ça a été lent pour certains, soit certains, comme la Hongrie, ils n'ont pas relocalisé finalement. Du coup, ils ont une procédure en infraction aujourd'hui. Et puis d'autres, par contre, ont bien joué le jeu et atteint le quota qui s'était fixé. Mais globalement, ça a quand même montré les résistances, le défaut de solidarité entre les pays de l'Union européenne. Et, autre élément, ce programme de relocalisation, il s'est fait dans le même temps où on négociait avec la Turquie de fermer davantage ses frontières. Donc ça a été aussi lié parallèlement à ce renforcement des barrières pour l'entrée de ceux-là même qui ont ces taux global élevés, j'ai envie de dire, contre les enveloppes financières de 3 milliards d'euros dont on a parlé, l'idée que ce serait plus facile pour les ressortissants turcs par contre de venir en Europe, le système du 1 contre 1, enfin je pourrais rentrer dans les détails mais vous allez en savoir plus la prochaine fois. Mais c'est ça ce programme de relocalisation. Et la France a rempli son quota, je crois pas, non ? Elle n'avait pas rempli en 2 ans après le programme, elle ne l'avait pas rempli. Et aujourd'hui, j'arrive pas encore à avoir les chiffres précis parce que je sais qu'on m'a dit qu'il y avait encore eu quelques relocalisés en cours, donc alors que le programme devrait être arrêté, j'ai l'impression qu'il y a encore quand même des choses qui se... Donc là, je suis en train justement d'essayer de recueillir un peu plus de données sur... Donc si vous avez des contacts de soins du JUNA, n'hésitez pas. S'il vous plaît, à quoi correspondent les personnes dites dublinées? Quel est leur statut? Quels sont leurs espoirs pour avoir le statut de réfugié ensuite? Alors ça... à quoi ça correspond? À quoi ça correspond, ouais. Je pense qu'il y a des juristes qui accompagnent les dublinés, notamment les juristes du Quai des Libertés, je sais pas, vous les connaissez, mais voilà, c'est des avocats qui accompagnent régulièrement ces personnes dublinées, qui sauraient mieux vous dire, au regard des personnes qu'elles suivent, des constats, faire des constats sur quelles ont été leurs chances. Ce qu'on peut dire, c'est que Dublin, ça date de 1990. 1990, on n'est pas encore dans un système européanisé. On n'est pas dans les politiques d'asile où en gros, l'Union européenne a une compétence. Mais les États européens trouvent que c'est déjà une question, on pourrait dire, d'intérêt général dans les termes de Maastricht. C'est déjà une question d'intérêt général, donc on discute entre nous et on prend la décision d'élaborer cette convention de Dublin. Cette convention de Dublin, elle vise à je ne sais pas comment dire, aux yeux des décideurs politiques, lutter contre 2 phénomènes. Le premier, c'est, entre guillemets, le marché de l'asile, asylum shopping. Donc, en gros, on ne veut pas qu'un demandeur d'asile décide d'aller faire sa demande en Allemagne parce que le taux d'accord serait plus favorable, ou parce qu'il a déjà eu un échec dans un premier pays et qu'il va aller essayer dans un autre où on lui a dit que les Afghans, eux, ils obtenaient le statut de réfugié. Un exemple comme ça. Donc ça vise à éviter ces demandes multiples. Ça vise aussi à éviter un autre phénomène, et c'est là où je dis il y a toujours une ambivalence, parce que là, pour le coup, pour ces personnes-là, c'était plutôt protecteur. Ça vise à éviter les réfugiés en orbite. C'est quoi les réfugiés en orbite? C'est ceux dont on dit ça n'est pas à moi d'examiner la demande, ça n'est pas à moi d'examiner la demande, vous voyez? Et donc, qui ne voient jamais leur demande examinée, qui sont dans une espèce de limbe comme ça. Donc, cette convention, elle est prise et est décidé que le premier État d'accueil
sera responsable. Alors ça peut être celui où on met c'est le premier état où on met les pieds, alors on pense spontanément au pays frontalier, mais parfois par voie aérienne, c'est l'État dont vous avez qui vous a délivré le visa Schengen, vous arrivez à l'aéroport, c'est celui-là qui est responsable. Ça peut être la Belgique aussi des fois. Donc cette convention de Dublin, elle est prise en 1990, elle sera intégrée par la suite, elle deviendra un règlement Dublin 1, Dublin 2, Dublin 3. Ce règlement Dublin, il va être, comment dire, assoupli un peu dans le sens où on va prendre davantage en compte certaines situations d'attache familiale pour que on ne renvoie pas, par exemple, si, je sais pas, votre père il a déjà le statut de réfugié, vous demandez qu'on ne vous renvoie pas dans le premier pays d'accueil alors que votre père a déjà le statut de réfugié en France si vous venez de Grèce, vous voyez. Donc comme ça, il y aura des petits aménagements, mais globalement, le système, c'est le même. C'est que puis si vous restez plus d'un temps dans un territoire, l'État devient responsable. Donc voilà, il y a des éléments comme ceux-là. Un juriste vous répondrait mieux que moi, mais voilà. Et quand on est dubliné, la difficulté, c'est que, premièrement, on est dans l'incertitude, donc c'est peut-être les personnes que vous voyez, on est dans l'incertitude de est-ce qu'on va être renvoyé ou pas, parce qu'il y a un certain nombre de dublinés qui ne sont pas renvoyés, finalement. Deuxièmement, quand est-ce qu'on va être renvoyé si on est renvoyé? Ça, c'est une autre incertitude qui pèse. Troisièmement, où est-ce qu'on va être renvoyé? Et là, ça se complique, parce que, effectivement, en fonction des États de l'Union européenne, le taux d'accord n'est pas le même pour les mêmes pays d'origine. Donc, autrement dit, le Bureau européen de l'asile, qui est chargé de faire la veille, avait fait une très belle carte pour les Afghans, et on voyait très bien en 2011 comment les Afghans, dans un cas, ils étaient à un accord au-dessus de 80%, 8 sur 10 obtenaient le statut de réfugié dans certains pays, puis dans d'autres, c'était moins de 2 sur 10, vous voyez. Donc, du coup, à tel point que, en 2011, par exemple, je crois que c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui avait jugé qu'on ne pouvait pas renvoyer en Grèce un demandeur d'asile qui avait été en recours. Donc voilà, donc après, du coup, ça dépend de où vous allez être envoyé, quelles seront du coup les garanties, l'accompagnement juridique dans ce pays, le système associatif aussi qui existe dans ce pays, qui peut éventuellement vous soutenir dans vos démarches, donc ça dépend de beaucoup de choses. Il y a aussi des questions sanitaires, des personnes qui sont dans une vulnérabilité sanitaire, donc qui du coup vont essayer de faire recours au regard de cette dimension-là et qui parfois peuvent peut-être obtenir gain de cause et finalement voir leur demande d'asile examinée ici. Donc c'est des situations complexes de toute façon, de par même l'incertitude qu'elles génèrent en fait, pour la personne, de ce point de vue-là. Je vous remercie pour votre invitation, du coup. Merci à vous. Tenez-moi au courant que je puisse venir de temps en temps écouter d'autres personnes. On va vous mettre sur la liste de diffusion. Du coup, on vous donne rendez-vous le 18 avril pour la suite.